Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Après les inondations en raison de la tempête Debby, on s'intéresse à l'augmentation des primes d'assurance habitation. La facture pourrait être salée là, pour plusieurs propriétaires de maisons. On va en parler avec Sylvain Larocque, qui est journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Karima. Ben, parlons-en justement. Donc, ça va être un peu difficile. Là. Il y en a qui vont avoir des factures un peu plus salées là, de ce qu'on comprend. Oui, c'est ça. C'est mon collègue Gabriel Côté qui a parlé hier à un courtier, Louis Cyr, qui nous disait que les hausses, ça va ressembler à, pour ceux qui n'ont pas eu de réclamation, ça c'est la bonne nouvelle, là, ça va être entre 0 et 10 %. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont faire des réclamations, qui n'ont pas le choix avec les sous-sols inondés et tout ça. Et dans ces cas-là, ça pourrait atteindre de 10 à 25 %. Et on se rappellera que l'année passée, déjà en 2023, il y avait eu des hausses d'environ 10 %. Donc tout ça, ça s'accumule évidemment avec toutes les autres dépenses qu'on a aussi. Mais 25 % là, c'est énorme et en fait, c'est quasiment le maximum qu'un assureur peut demander comme augmentation parce que au-delà de ça, on dit que c'est déraisonnable parce que si c'est trop haut les hausses, les gens vont essayer d'aller dans aller voir un autre assureur. Donc, c'est quand même incroyable. Ça montre l'ampleur de ce qui s'est passé vendredi dernier, les pluies. On n'est même pas capable de savoir combien de sous-sols au Québec ont été inondés. On parle probablement de milliers. Et donc, tout ça s'accumule et fait que les assureurs vont se retrouver avec des factures très, très importantes. Et c'est pas des œuvres de charité, les assureurs. Donc, ils vont refiler la facture à tout le monde. Et ça va même leur prendre plusieurs années à rembourser tout ça. C'est intéressant parce que en même temps, c'est tout l'enjeu est là. Tu dis, ça risque de coûter plus cher à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi dans l'article, c'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui vont faire des réclamations et leur prime d'assurance habitation va possiblement augmenter. Et tu dis, dans certains cas, c'est 25 %. Mais on dit aussi dans l'article que ça pourrait être aussi des gens qui ne font pas aussi des réclamations qui vont payer pour ça. Oui, c'est toujours comme ça, malheureusement, avec les assurances. C'est que c'est comme un genre de collectivisation des dommages et tout le monde finit par payer parce que les assureurs doivent prendre l'argent quelque part. Et je pense qu'on voit ça de plus en plus, déjà les hausses de 10 % l'année dernière, avec les changements climatiques, il y a de plus en plus d'épisodes météo extrêmes. Il y avait eu des tornades l'année passée, il y a eu le derecho en Outaouais, le verglas aussi, il y en a eu tellement. Et donc, les assureurs, c'est ça. Et quand je regarde les profits des assureurs, les profits se maintiennent et même augmentent. Donc, les assureurs ne se gênent pas pour refiler tout ça. Et il y a plusieurs assureurs, il y a de la concurrence, mais les assureurs se tiennent ensemble et veulent maintenir leur rentabilité. C'est des entreprises cotées en bourse, donc c'est des clients qui finissent par payer. Et l'autre phénomène qu'on risque de voir aussi, c'est qu'on le voyait déjà, mais on va le voir, je pense, encore plus, c'est les assureurs qui vont refuser d'assurer certaines zones, certains types de résidences, jugeant que le risque est trop élevé. On parlait beaucoup des zones inondables ou semi-inondables. Là, peut-être que dans certaines villes où on va constater qu'il y a eu beaucoup de réclamations, peut-être parce que les réseaux d'égouts n'étaient pas en bon état et incapables de répondre à la demande, là, on va dire non, c'est pas assurable dans ce coin-là. Les égouts de la ville sont pas assez solides et c'est trop à risque. Surtout ceux qui ont eu 2-3 réclamations dans les dernières années. Là, à un moment donné, les assureurs tirent les leçons puis disent, coudonc, on n'a pas le goût de payer encore une fois. Donc, ça, c'est encore peut-être plus dramatique pour les gens quand tu peux plus te faire assurer ou que tu peux te faire assurer à des coûts exorbitants. Là, tu as peut-être payé ta maison pas trop cher ou relativement pas cher, mais là, si tu n'es pas capable de te faire assurer, évidemment, ça devient un très, très gros problème. Donc, je pense que toutes les questions d'assurance, là, avec les changements climatiques, on n'a pas fini d'en parler, malheureusement. Oui, c'est ça. Puis tu disais le prix des assurances à un moment donné, surtout si quelqu'un a déjà fait des réclamations dans le passé, ça va être quoi un peu les solutions là, qui s'offrent à ces personnes-là? C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour abaisser le prix de nos assurances? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire aussi? Oui.
Ben, on peut pas aller changer les tuyaux en face de chez soi, évidemment. Ça, c'est la responsabilité de la ville, puis on sait jamais quand la ville va venir faire Mhm. des travaux dans notre rue. Ouais. Mais ce qu'on peut faire, la solution la plus simple, c'est le fameux clapet anti-retour là, qui permet d'éviter des refoulements d'égouts. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. Les clapets, ça fonctionne pas toujours. Il y a différents types de clapets. Ça peut coûter cher à installer. Ça prend des bonnes personnes qui connaissent bien ça. Des fois, il faut mettre un clapet central. Des fois, il faut mettre un clapet pour chaque appareil dans la maison. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'en installer après ce qu'on a vu. Même si c'est pas une solution parfaite, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça a réveillé beaucoup de gens qui se sont dit ouais, on est plus vulnérable finalement qu'on pensait, même si c'est une pluie exceptionnelle, et comme il risque d'en avoir d'autres. Je pense que les vendeurs de clapets vont faire beaucoup d'argent dans les prochains mois, et tant mieux pour eux si ça peut régler une partie des problèmes. Oui, c'est ça. Et aussi, donc, les assureurs avec ces primes et ces augmentations là, qui pourront aller jusqu'à 25 et ça ouvre aussi tout l'enjeu sur les constructions neuves, éventuellement dans un contexte de ces changements climatiques, de ces phénomènes météo extrêmes. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres considérations, d'autres impositions là, qu'on donnerait aux constructeurs? Ça, c'est un autre débat, mais je pense que ça soulève ça aussi comme question. Ouais. Et parlons, Sylvain, des résultats décevants de la Caisse de dépôt, notre bas de laine. Oui, pour la deuxième fois consécutive, parce qu'on se rappelle qu'en 2023, pour toute l'année 2023, la Caisse aussi avait eu un rendement inférieur à son indice de référence. Et là, pour la première moitié de 2024, on parle d'un rendement de 4,2 ce qui est quand même de façon notable là, en bas Mhm. de leur indice qui était à 4,6. On parle de 0,4 d'écart, 0,4 points d'écart. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais sur des milliards de dollars, évidemment, ça fait beaucoup de millions de dollars qu'on perd finalement. Et donc, je pense que la Caisse va vraiment devoir se pencher là-dessus. Le PDG hier, Charles Lemont, s'est fait rassurant en disant que son portefeuille avait livré la performance qu'on attendait. Mais moi, je trouve que c'est une explication un peu courte là, parce que on regarde, il y a beaucoup de fonds privés, même des fonds que toi, vous, tout le monde peut acheter, monsieur, madame, tout le monde peut acheter, des fonds cotés en bourse qui battent facilement ce rendement-là. Alors, la Caisse a des bureaux partout dans le monde, a des experts qui sont payés très, très cher. Et malgré ça, on n'arrive pas à battre le marché, à au moins faire aussi bien que un portefeuille équilibré. Le fameux portefeuille 60-40, là, donc 60% d'actions, 40% d'obligations, ça c'est comme le standard, là, pas sans risque, mais à risque très raisonnable. Mais même ce portefeuille-là a battu la Caisse assez aisément. La Caisse a toutes sortes d'explications. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de clients qui ont des besoins différents. On parle tout le temps de la régie des rentes, mais il y a aussi le régime de retraite des fonctionnaires. Il y a la CSST et tout ça, de différents déposants. Mais quand même, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable éternellement. Puis il faut regarder qu'il y a d'autres grands gestionnaires, notamment à Toronto, le gestionnaire qui gère le fonds de la caisse de retraite du Fonds de pension du Canada, qui sur 10 ans, leur rendement est 2 ou 3 points plus élevé que la caisse de dépôt. Alors ça, c'est Mm. encore là, sur des milliards, c'est une différence énorme. Donc, je pense qu'il y a un exercice, un examen de conscience qui doit s'opérer à la Caisse et arrêter de dire que trouver des justifications, mais essayer de trouver des solutions plutôt que des justifications et essayer de performer un peu pour les Québécois. Là. Tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. Merci pour ces explications. À demain. Salut. Bonne journée. Salut.